Donc, les origines historiques du salafisme, elles remontent dans sa version contemporaine au XVIIIe siècle à la prédication d'un cheikh du Najd, qui est la région centrale de l'Arabie saoudite. Et ce cheikh, il s'appelle Mohammed bin Abdel Wahhab. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles certains, plutôt que de salafisme, vont parler, dans le cas saoudien, de wahhabisme, hein, parce que c'est construit sur son nom. Et donc au XVIIIe siècle, ce cheikh, Mohammed bin Abdel Wahhab, va prêcher un message de retour aux fondamentaux de l'islam, de ce qu'il considère être les fondamentaux de l'islam, et en particulier à l'islam de ce qu'il appelle là encore les pieux ancêtres, salaf saleh. Et donc c'est un appel à purifier l'islam, à le ramener à une authenticité que lui perçoit comme perdue par ses contemporains. Alors, il le fait à partir de textes qui sont plus anciens. C'est pour ça que je dis le salafisme, dans son acception contemporaine comme mouvement, c'est vraiment le XVIIIe siècle. En fait, lui va aller puiser dans la tradition islamique chez des auteurs plus anciens, Ibn Taymiyyah, qui est un savant damascène du XIIIe, XIVe siècle, et même en remontant jusqu'à Ibn Hanbal, le fondateur de l'école hanbalite. Hein. Donc, il va aller puiser dans la tradition islamique chez un courant conservateur qui se réclame de la littéralité des textes. Hein. C'est un courant qui veut lire les textes sans l'apport de la raison, considère que la raison est dangereuse parce qu'elle est trompeuse, et donc il faut s'en tenir à la parole de Dieu telle qu'elle est exprimée par Dieu lui-même dans le Coran, et telle qu'on peut la percevoir à travers les hadiths prophétiques. Donc voilà à peu près le message d'Abdel Wahhab au XVIIIe siècle. Et puis ce message, ce salafisme, ce wahhabisme, certains vont dire à l'époque, et le terme est rejeté par les partisans d'Abdel Wahhab en Arabie saoudite, parce qu'en fait il est utilisé essentiellement par leurs détracteurs. Donc à l'époque d'Abdel Wahhab, le salafisme ne va pas seulement être un mouvement, mais il va donner naissance à un État, qui est l'État saoudien, qui se construit en alliance entre Abdel Wahhab et Mohammed Ben Saoud, le fondateur éponyme de la dynastie des Saouds. Donc ce salafisme, il est évidemment très lié à l'histoire de l'Arabie saoudite, hein, puisque dans son acception contemporaine, là encore, le salafisme est à l'origine de la fondation de l'État saoudien. C'est un mouvement, je l'ai dit, qui vise à purifier l'islam de ce que les salafistes appellent les béda'as, c'est-à-dire les innovations blâmables, évidemment, qui s'y sont agrégées au cours des siècles. Donc on est dans une logique de purification, de pureté, essentiellement dirigée contre les autres écoles de l'islam. C'est très important de voir qu'au XVIIIe siècle, Abdel Wahhab, en fait, ne parle pas des chrétiens ou des juifs parce qu'il n'en a jamais vu. On est dans un monde pré-colonial dans le monde arabe. Hein. La rencontre violente, évidemment, avec les Européens qui commence en 1798 n'a pas encore eu lieu. On est en 1744. Et donc, ce message, il est essentiellement destiné aux autres musulmans que lui accuse de s'être éloignés de l'islam authentique. Et donc, c'est sur ce message de purification, de pureté, que va se construire le salafisme comme mouvement contemporain, avec évidemment le soutien de l'État saoudien qui va en faire son islam officiel. Donc, la distinction avec l'islamisme, elle est vraiment là, et je crois qu'il faut bien voir la différence entre les deux. L'islamisme est un mouvement moderne qui apparaît au XXe siècle dans un contexte de colonisation. Les frères musulmans, c'est 1928, dans une Égypte sous colonisation britannique, en réaction à la colonisation. Et donc c'est un mouvement politique, l'islamisme, qui vise à proposer un contre-modèle politique au modèle politique européen. C'est ce que Hassan al-Banna appelle l'État islamique. Donc on est dans un contexte encore totalement différent. La question de la charia, par exemple, la question de la loi divine, elle est fondamentale pour les frères musulmans. Pourquoi ? Parce qu'au XIXe siècle, à partir du XIXe siècle, la colonisation européenne a remplacé le droit musulman par un droit d'importation européenne, par un processus de sécularisation du droit. Donc, la question de la charia, elle est brûlante au début du XXe siècle parce qu'on est dans une lutte du référent juridique. Pour Abdel Wahhab, ce n'est pas tellement la question de la charia. Ce n'est pas que la charia ne lui importe pas, évidemment, la charia lui importe, mais son statut de norme n'a pas été remis en cause au XVIIIe siècle. Il n'a pas d'autre cadre de pensée légale que la charia, Abdel Wahhab. Donc son combat, il est pour la définition de ce que les salafistes appellent la aqida, le credo,
et la juste définition du credo, accusant les soufis, les chiites et tous ces autres groupes musulmans qu'Abdel Wahhab considère comme déviants, de s'être éloignés de l'islam authentique. Donc, là encore, c'est très important, cette différence entre salafisme et islamisme. Le salafisme est plutôt, s'il fallait le définir, un mouvement religieux qui va faire alliance avec un pouvoir politique, que sont les Saouds, alors que l'islamisme est un mouvement fondamentalement politique. Le salafisme est un mouvement qui ancre son message sur cette question du credo, et donc de la définition du juste credo dans l'islam authentique, alors que les frères musulmans, là encore, axent leur message sur la question de la charia, du droit qui doit être au fondement de l'État islamique. Donc voilà, ces différences, elles sont extrêmement importantes pour pas, à mon avis, mélanger deux mouvements qui, d'une certaine manière, appartiennent dans leurs origines à deux époques. L'exportation du salafisme, elle émane essentiellement d'Arabie Saoudite à partir du XXe siècle. En fait, ça commence assez tôt, puisque on va trouver dès les années 1920, en fait, des efforts entrepris par le roi Abdelaziz Ben Saoud, celui qu'on appelle Ibn Saoud d'Arabie Saoudite, pour cultiver, que ce soit en Égypte, en Syrie et ailleurs, parmi les réformistes musulmans de l'époque, tout un milieu favorable à l'islam d'Arabie Saoudite, qui publie en particulier les livres des oulémas saoudiens salafistes ou wahhabites, et donc qui propage d'une certaine manière ce message hors des frontières. Alors, certains, de toute façon, s'y sont intéressés d'eux-mêmes. Hein. L'idée, c'est pas de dire que c'est simplement l'Arabie Saoudite qui est motrice. Il faut dire aussi d'ailleurs, et je crois que c'est important, que l'Arabie Saoudite, dans les années 1920, est un État qui fascine. Il faut, pour le comprendre, là encore, se replacer dans le contexte colonial. Le Moyen-Orient, dans sa quasi-totalité, dans les années 1920, est sous le joug colonial. L'un des seuls pays qui ne l'est pas, c'est l'Arabie Saoudite, qui s'est construite toute seule, sans l'appui des puissances coloniales, qui, évidemment, en recevant malgré tout un soutien diffus des Britanniques dans les années 1910 et 1920, mais sans interférence coloniale directe. Et donc, la construction politique saoudienne apparaît à beaucoup des réformistes musulmans comme un projet endogène qui émanerait de l'islam, qui ne serait pas la traduction d'un projet politique européen, et donc qui fascine par ce caractère endogène dans un Moyen-Orient colonisé. C'est ce qui explique aussi que toute une partie de ces réformistes musulmans vont développer des sympathies pour l'Arabie Saoudite et, à travers ça, pour le salafisme, qui est donc l'islam officiel d'Arabie Saoudite. Et puis, à partir du milieu du XXe siècle, les Saoudiens vont redoubler d'efforts pour exporter leur message. À partir du milieu du XXe siècle, ils en ont les moyens, puisque la découverte du pétrole va faire de l'Arabie Saoudite un État rentier, c'est-à-dire un État qui reçoit tous les ans d'abord des milliards, puis des dizaines de milliards de dollars de ces ventes de pétrole, et une partie de cet argent va être utilisée dans des institutions qui sont créées à partir des années 60 essentiellement, que ce soit la Ligue islamique mondiale, l'Université islamique de Médine et d'autres, qui ont vocation donc à faire du salafisme un mouvement transnational, un mouvement destiné à l'exportation. Alors, c'est un peu ça cette histoire. Hein. Et dans le cas de la France en particulier, toute une partie du salafisme français, dont je ne suis pas spécialiste par ailleurs, eh bien, elle va venir de gens qui ont étudié à l'Université islamique de Médine. L'Université islamique de Médine est une grande université créée en Arabie Saoudite en 1961, avec pour but de contrer Al-Azhar, hein, donc qui est la grande université religieuse égyptienne, et on est dans un contexte politique tendu entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, et l'Université islamique de Médine, donc, est une sorte de contre-Azhar, de facture saoudienne, qui a vocation à attirer des étudiants étrangers qui viennent avec des bourses distribuées par le gouvernement saoudien, qui grâce au pétrole en a les moyens. Et donc tous les ans, vous avez des milliers d'étudiants étrangers de tous les pays du monde qui viennent étudier. Et donc il y a pu avoir effectivement dans les années 80, 90, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs en fait, des Français qui y sont allés
et qui, évidemment, ont appris donc, les textes fondateurs, mais aussi la méthode, le credo de l'islam salafiste. Et donc, ça va être en partie par des étudiants de l'Université islamique de Médine qu'on va voir apparaître ce courant en France dans les années 90. Ce n'est pas la seule voie, va aussi y avoir la voie algérienne. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par la voie algérienne, pardon, et qui, dans ces cas-là, proviennent d'un salafisme plus politisé, puisqu'il y a eu l'expérience du mouvement islamique armé en Algérie dans les années 80, puis du FIS et du GIA dans les années 90. Et donc, on va voir un autre canal en fait, d'importation du salafisme vers la France, qui est un canal plus politisé, parce que porteur de cette histoire compliquée de l'Algérie avec l'islam politique. Donc voilà, donc on va avoir à peu près, dans le cas français, ces deux canaux. Pour ce qui est des enjeux géopolitiques que cache cette expansion, évidemment, tout ça s'inscrit dans des contextes politiques particuliers. D'abord, j'ai parlé des années 20. Les années 20, c'est précisément le moment où l'Arabie saoudite s'affirme sur la scène du Moyen-Orient. C'est un État nouveau qui est en émergence et qui va utiliser l'islam salafiste pour exercer une influence en particulier sur ses rivaux. L'Égypte est un des pays qui est le plus opposé dans les années 20 à l'Arabie saoudite. Et en fait, cette rivalité saoudo-égyptienne, elle va demeurer structurante, parce qu'à partir des années 50, c'est ce qu'on appelle la guerre froide arabe, qui oppose d'un côté les régimes pro-soviétiques et socialisants, qui sont pour l'essentiel des républiques, et c'est Nasser et l'Égypte qui incarnent dans les années 50 ce projet de républicanisation et d'incarnation d'une politique nationaliste arabe et de gauche. Et l'Arabie saoudite, évidemment, et un certain nombre de monarchies vont s'opposer à ce projet au nom de l'islam conservateur. Et donc on a une guerre froide arabe qui oppose d'un côté ceux qu'on appelle les progressistes, entre guillemets, taqaddumiyin, c'est le terme qu'on emploie à l'époque, et de l'autre les conservateurs. Et qui recoupe la guerre froide, en fait. C'est-à-dire c'est d'un côté les pro-soviétiques et de l'autre les pro-américains. Et l'Arabie saoudite, évidemment, défend cet islam conservateur à l'époque avec le soutien des Américains qui y voient un instrument de containment dans le cadre de la guerre froide. Et l'exportation du salafisme, elle a donc aussi, dans les années 50 et 60, pour objectif de contrer la propagation des idées nationalistes arabes et des idées de gauche. Donc elle est vue par l'Arabie saoudite comme une sorte de contre-offensive idéologique. Et cette contre-offensive idéologique, elle va se poursuivre dans les années 80 et 90, mais avec un autre adversaire, parce que dans les années 80 et 90, ça n'est plus l'Égypte et la guerre froide qui sont le principal souci des Saoudiens, c'est l'Iran, après la révolution islamique de 79. Et donc, l'exportation du salafisme à partir de 79, elle va répondre à une autre nécessité, du point de vue des Saoudiens, qui est celle de contrer la propagation des idées de l'islam révolutionnaire iranien, dont il ne faut jamais oublier qu'au départ, Khomeini les destine à tous les musulmans sunnites et chiites. On a souvent cette idée a posteriori que la révolution islamique en Iran en 79 n'était destinée qu'aux chiites, alors que Khomeini, en fait, au départ, tient un discours extrêmement œcuménique. Et Khomeini pose la révolution islamique comme étant une révolution islamique avant d'être chiite, et il s'adresse aux masses musulmanes de tous les pays de la région, y compris aux sunnites. Donc, ça explique aussi que l'Arabie saoudite perçoive l'Iran comme une menace, et qu'elle considère qu'elle a besoin, là encore, d'une contre-offensive idéologique, y compris chez les populations sunnites, pour contrer l'avancée du discours iranien. On oublie parfois qu'il y a des groupes sunnites qui se constituent dans les années 80 qui sont influencés par le discours de Khomeini. Le djihad islamique palestinien est l'un d'entre eux. Donc là encore, c'est dans ce contexte-là que, si vous voulez, la contre-offensive idéologique de l'Arabie saoudite, elle va être redirigée vers l'Iran, mais avec toujours donc l'exportation du salafisme comme un instrument. Ces trois termes, ils désignent. Alors, le terme radicalisation, il est problématique en soi parce qu'en fait, il ne dit pas grand-chose, il recouvre des réalités extrêmement différentes. Son usage est plus politique qu'académique. Donc, on va le laisser pour le moment de côté. Salafisme et djihadisme, ça désigne effectivement deux choses très différentes.
Le salafisme, c'est ce projet de purification de l'islam qui s'est généralement déroulé à l'écart de toute considération politique. Les salafistes au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui sont dans leur grande majorité des gens qui ne se préoccupent pas de politique et qui, dans les pays arabes, ont généralement pour souci d'avoir les meilleures relations possibles avec les autorités en place, quelles qu'elles soient, de manière à pouvoir prêcher. Parce que, là encore, dans la logique salafiste, le salut de la société passera par la prédication. Donc il faut propager le message aux musulmans pour les ramener à l'islam authentique. Et pour pouvoir faire ça, il faut un cadre politique qui le permette. Et les salafistes d'ailleurs considèrent au fond que tous les États arabes ne sont pas du tout conformes au modèle qu'ils espèrent. Mais ce n'est pas la question pour eux. Parce que le salut, il viendra d'en bas, il ne viendra pas d'en haut pour les salafistes. Et ce qui fait qu'effectivement, traditionnellement, les salafistes, ils ont eu de bons rapports avec les États du monde arabe et les États autoritaires. Parce que comme ils ne faisaient pas de politique, ils étaient vus comme une religiosité non menaçante. C'est ce qui explique que sous Moubarak, par exemple, en Égypte, les salafis ont toute liberté pour prêcher dans les années 2000 sur des chaînes satellitaires, etc., qui sont autorisées par le pouvoir, mais même dans des régimes plus durs comme la Libye ou même l'Irak de Saddam Hussein, on a des salafis en fait qui prêchent parce que le pouvoir finalement les considère comme n'étant pas dangereux, comme répondant à une forme de demande de religiosité de la part des masses, et les pouvoirs se disent, un peu comme le fait Moubarak dans les années 2000, si les gens veulent être religieux, autant qu'ils soient salafis plutôt que frères musulmans. S'ils sont frères musulmans, ils vont faire de la politique et ils vont contester le pouvoir. S'ils sont salafis, c'est pas grave, parce que du coup, effectivement, ils vont adopter des pratiques ultra-conservatrices, mais au moins, ils ne se préoccuperont pas d'aller contester l'autorité. Donc voilà ce qu'est le salafisme dans sa version dominante jusqu'à aujourd'hui. Ça vous explique d'ailleurs qu'en Arabie Saoudite, les salafis aient toujours soutenu le pouvoir, dans leur majorité, là encore. Et donc, effectivement, c'est quelque chose d'assez différent de ce qu'on appelle le djihadisme, qui est un mouvement qui, lui, naît dans les années 50 et 60, avec un idéologue égyptien qui s'appelle Saïd Qutb, qui est emprisonné par Nasser, qui est issu des frères musulmans, qui lui donc est dans une logique beaucoup plus politique et qui va vouloir prôner la révolution. De cette manière, en fait, le djihadisme, c'est un islam révolutionnaire, hein. Une révolution par les armes, une révolution violente, qui prétend instaurer l'État islamique par la force, à la différence des frères musulmans traditionnels qui, eux, voulaient l'instaurer par la participation politique et par la transformation du système de l'intérieur. Hein, d'une certaine manière, c'est la frange radicale et violente du mouvement islamiste, c'est un peu la même différence qu'on a entre, d'une certaine manière, les partis socialistes et l'extrême gauche armée, quoi. Les djihadistes sont aux frères musulmans ce que l'extrême gauche armée est au Parti socialiste, dans leur pluralité, hein. Et donc on va retrouver dans le djihadisme effectivement un message qui est beaucoup plus politique, qui est celui d'une révolution armée pour instaurer l'État islamique. Alors, ce qui va compliquer un peu les choses, c'est vrai, c'est qu'à partir des années 90, plus fortement, les djihadistes vont commencer à aller puiser dans une relecture des textes qu'utilisent les salafistes pour aller justifier la violence révolutionnaire. Et donc, on va avoir une sorte de confusion des corpus, avec effectivement des auteurs qu'utilisent les salafistes pour justifier leur puritanisme, qui vont être réutilisés par les djihadistes dans une logique beaucoup plus politique, pour, d'une certaine manière, prôner non plus le puritanisme religieux, mais le puritanisme politique, si vous voulez. Et donc, on est dans cette espèce de confusion, parce qu'effectivement, de fait, à terme, les deux mouvements vont utiliser en grande partie le même corpus. Il va faire qu'on a parfois une confusion, et donc la question n'est pas de savoir ce que les gens lisent, mais comment ils le lisent. Il y a des manières différentes de lire Ibn Taymiyyah, il y a même des manières différentes de lire Mohammed bin Abdel Wahhab. On peut le lire comme les savants saoudiens qui en font un message puritain religieusement, mais quiétiste politiquement, ou on peut le lire effectivement comme le lisait l'État islamique, qui en fait un appel à la révolution. Donc voilà, ce sont des mouvements qui, malgré tout, dans leur logiciel politique, dans leur grammaire d'action, sont quand même assez différents, même si effectivement le fait qu'ils partagent le même corpus crée des interpénétrations, peut créer parfois des circulations
hein. Il y a des gens qui passent évidemment parfois de l'un à l'autre, même si la plupart des cheikhs salafistes sont radicalement opposés au djihadisme et produisent une littérature pour le dénoncer. Mais effectivement, il y a une sorte de confusion qui s'opère du fait du partage des corpus. Voilà, donc radicalisation, dans le contexte politique où il est employé, généralement, il signifie en fait beaucoup de choses, et notamment à la fois le passage à l'un ou à l'autre. Et ce qu'on ne comprend pas généralement dans la manière dont le terme radicalisation est utilisé, c'est si on parle de radicalisme religieux ou de radicalisme politique. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez des gens qui peuvent être des radicaux religieux, ou qui en tout cas adoptent une norme religieuse intransigeante et qui ne représentent pas un danger politique, dès lors qu'effectivement ils le font pour eux, et comme on peut avoir dans d'autres religions ce qu'on appelle dans le christianisme des intégristes, etc. Bon, c'est à peu près ce modèle-là. Dès lors que c'est une pratique individuelle qui n'a pas d'impact politique, c'est évidemment très différent de gens qui adoptent une idéologie et des pratiques qui prônent une violence révolutionnaire. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc le problème du terme radicalisation, surtout quand on va le mesurer à des signes extérieurs de religiosité, par exemple, la question de savoir voilà, le port d'une barbe en broussailles, comme le font les salafistes, en fait, n'indique pas nécessairement du djihadisme, ça peut indiquer du salafisme. Alors, est-ce que ça veut dire que le salafisme, ça ne pose pas d'autres problèmes de vivre ensemble dans une société? Ça, c'est une autre question. Ce n'est pas une question sécuritaire. Effectivement, les salafistes, par leur intransigeance religieuse, prônent une forme parfois de sortie de la société. Ils veulent se mettre à l'écart. Pour le coup, s'il y a vraiment des communautaristes, ce seraient les salafistes. Les salafistes, ils prônent fièrement le communautarisme. C'est-à-dire qu'il faut se regrouper entre eux et faire de l'entre-soi chez les salafistes. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas le même problème que le djihadisme, du tout. Et c'est pour ça que, là encore, le terme radicalisation, à mon avis, obscurcit plus qu'il ne clarifie. Dans le contexte postérieur aux révolutions arabes, et en particulier en Égypte, on va voir les salafistes changer de méthode. Et ça va surprendre tout le monde au début. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui jusque-là étaient à l'écart du jeu politique, qui refusaient le jeu partisan, qui dénonçaient d'ailleurs souvent le système démocratique, et qui considérait que la seule méthode, je l'ai dit, c'était la prédication et donc l'édification de l'islam par le bas et non pas par le haut. Et on a effectivement, et c'est le cas en Égypte, ces acteurs qui décident d'entrer dans le jeu politique en fondant des partis. Et en Égypte, on va avoir le grand mouvement salafiste qui s'appelle la prédication salafiste, Da'wa Salafiyya, qui en 2011 crée son parti politique, Hizb an-Nour, le parti de la lumière. Et ce parti politique, il va arriver deuxième aux élections parlementaires en Égypte à la fin 2011, avec 25% des voix, et ça va être la grande surprise de l'après-révolution en Égypte. Beaucoup plus que les frères musulmans. Les frères musulmans, tout le monde qui connaissait l'Égypte les attendait. Tout le monde savait qu'ils allaient faire un très bon score. De fait, les frères musulmans font 43%. Mais les salafistes arrivent second avec 25%. Donc on mesure évidemment l'impact que les salafistes ont eu sur la société, la manière dont ils ont pu, au cours des décennies précédentes, se constituer une base, parce que ces 25%, évidemment, ils ne viennent pas de nulle part. Mais aussi, on est surpris de voir brusquement des gens qui jusque-là disaient fièrement qu'ils ne faisaient pas de politique. Il y a un des cheikhs les plus illustres du courant salafiste au XXe siècle qui disait « Mais siyasa tark siyasa », la bonne politique, c'est de ne pas faire de politique. Et donc là, brusquement, les salafistes ont l'air de faire strictement l'inverse de ce qu'ils ont prôné jusqu'ici. Alors, ça va évidemment mener à une lutte à mort avec les frères musulmans, parce que là, on a deux partis qui se partagent d'une certaine manière le gâteau et qui, en plus, chacun pèse relativement lourd dans le jeu politique égyptien. Donc, on a une concurrence intra-islamique qui va se mettre en place en Égypte, qui va avoir, en fait, essentiellement pour effet, à mon avis, et je crois que c'est très important quand on compare l'Égypte et la Tunisie. Dans le cas de l'Égypte, ça va provoquer, en fait, une sorte de surenchère islamique entre salafistes et frères musulmans. Et ça va expliquer en particulier la relative intransigeance des frères musulmans
dans le contexte politique égyptien de 2011-2013 qui va les amener à ne pas faire des alliances du type que celle qu'a fait Ennahda en Tunisie. C'est-à-dire que Ennahda, parce qu'il n'avait personne sur sa droite pour le dépasser, il a fait des alliances à gauche. Et donc Ennahda s'est allié avec le CPR de Monsef Marzouki et le Takat Tol, donc le parti de gauche tunisien. Et donc a fait ce qu'on appelait la Troïka, et donc une alliance entre islamistes et non-islamistes. Dans le cas égyptien, c'était impossible pour les frères musulmans parce qu'ils étaient dépassés sur leur droite. C'est un peu, pour prendre, on pense chez nous au même jeu, entre quand vous avez une gauche et une extrême gauche, une droite et une extrême droite, et quand l'extrême droite ou l'extrême gauche est forte, ça influe sur le positionnement de la gauche ou de la droite, qui va du coup être tenté de se déporter vers son concurrent plutôt que d'aller au centre. Et donc, on a exactement le même phénomène, en fait, et je crois que c'est très important, là encore, quand on compare Égypte et Tunisie pendant la période 2011-2013. Et puis, au-delà de ça, et ça c'est important aussi, les salafistes, en fait, donnent l'impression d'avoir changé, mais en fait, ils ne font pas autre chose que ce qu'ils avaient toujours fait. Et je crois que là, c'est une distinction qui est fondamentale et ça a souvent été mal compris. Moi, je ne considère pas le parti An-Nour des salafistes en Égypte comme un parti islamiste. Je crois que là, il y a une confusion. On a un parti qui entre dans le jeu politique parce que les salafistes se rendent compte en 2011 que pour peser sur le plan social, ils ont besoin d'avoir une représentation politique. Mais ce qui continue d'intéresser les salafistes en 2011, 2012, 2013, c'est la prédication. C'est leur capacité à transformer la société par le bas. Ils ne croient toujours pas en la prise du pouvoir par le haut, à la différence des frères musulmans. Et ils ont même peur des frères musulmans parce qu'ils sont persuadés que si les frères musulmans arrivent au pouvoir, ils vont les exclure du champ de la prédication. Ce qui va expliquer que les salafistes vont voir les frères musulmans comme une menace et préférer largement en 2013 soutenir l'armée. Parce qu'avec l'armée, ils se disent on peut s'entendre. L'armée, on leur dit, on vous laisse le politique et vous nous laissez la prédication. Et donc, ça va expliquer toute une partie des choix que vont faire les salafistes en 2011-2013, qui ne sont pas mus du tout par les mêmes ambitions que les frères musulmans. Ce qu'ils veulent, c'est protéger le mouvement de prédication et, si possible, étendre le mouvement de prédication, lui créer les conditions optimales pour opérer, mais ça n'est pas prendre le pouvoir ou conquérir l'État. Parce que là encore, ils continuent de croire que c'est par le bas. Alors évidemment, ils vont faire ce calcul du soutien au coup d'État en 2013 en Égypte, qui va finir par leur coûter cher en vérité, puisque les salafistes au départ espéraient, avec le maréchal Sissi, pouvoir obtenir une sorte de partage du pouvoir. On prend la prédication et le social et l'armée prend le politique. Ils n'avaient pas vu que l'armée en fait avait des ambitions beaucoup plus hégémoniques que ça en Égypte et n'était pas prête à leur laisser l'espace qu'ils espéraient occuper. Aujourd'hui, ils sont encore actifs en Égypte, mais évidemment, ils n'ont pas gagné en influence comme ils l'espéraient. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que là encore, on a quand même malgré tout deux logiciels de grammaire d'action qui restent extrêmement différentes, y compris quand les salafistes créent un parti politique. Ils ne le créent pas pour les mêmes raisons que pour celles pour lesquelles les frères le créent. Alors, effectivement, on perçoit qu'il y a une sorte de... Et d'ailleurs, les salafistes eux-mêmes s'en émeuvent. Ils sentent que leur influence a diminué. Comme si l'apogée, d'une certaine manière, ça avait été la fin des années 2000. 2011, c'était d'une certaine manière le moment de l'apogée, en fait, du discours salafiste au Moyen-Orient, et que ce discours est dans une période de reflux. Deux auteurs égyptiens qui viennent eux-mêmes du courant salafiste, qui s'appellent Ahmed Salem et Amr Bassiouni, ont publié un livre qui a fait beaucoup parler de lui il y a 2 ans, qui s'appelle Ma Ba'd al-Salafiyya, le post-salafisme, et où ils expliquent que le monde arabe est en train d'entrer dans l'ère du post-salafisme. Le moment de salafisme triomphant est terminé. Donc ce constat, il est partagé par des gens qui viennent de différents pans du jeu, y compris des gens qui sont eux-mêmes issus du courant salafiste. Et l'explication, elle tient probablement à ce que j'ai dit là, c'est-à-dire à ce que j'ai dit dans la réponse à la question précédente, qui est que en 2011, les salafis se sont retrouvés dans une situation qui les a fait entrer en politique. Les a fait entrer en politique à reculons. Pas tant parce qu'ils étaient désireux de faire de la politique, que parce qu'ils considéraient qu'il était nécessaire pour eux d'avoir une représentation politique dans un contexte où, pour défendre leurs intérêts comme mouvement religieux, il fallait une représentation politique. Et de fait, ça les a amenés à se positionner sur toutes sortes de sujets, à devenir des politiciens,
et à parfois se contredire, puisque ce que fait pour l'essentiel un politicien, c'est de se contredire, c'est-à-dire en fonction du contexte, de dire c'est comme ça, puis le lendemain de dire c'est l'inverse, et de dire non, non, mais... et donc effectivement d'être pris en permanence au jeu de ces contradictions. Et pour des acteurs qui jusque-là étaient perçus comme des acteurs qui incarnaient une forme d'authenticité islamique, qui n'étaient que des représentants de la littéralité des textes religieux, et qui là brusquement apparaissent comme des politiciens qui changent de position, qui un jour disent que quelque chose est interdit et le lendemain disent que c'est autorisé, qui se retrouvent aussi à prendre des positions hostiles à d'autres musulmans, y compris d'autres musulmans conservateurs comme les frères musulmans, qui soutiennent le coup d'État en 2013. Le font pour des raisons que j'ai expliquées, mais ça passe pas toujours bien dans leur base. Et donc tout ça a fait que l'entrée en politique des chers salafistes, en fait, les a fait un peu tomber de leur piédestal. Et d'une certaine manière, on le voit très bien dans un pays comme l'Égypte, en fait, où des gens comme Yasser Bourhami, par exemple, qui est le grand cher de la prédication salafiste, jouissait d'une aura considérable jusqu'en 2010-2011, ou Mohamed Hassan, ou des gens comme ça. Et cette aura, on voit qu'aujourd'hui, elle a considérablement diminué. Donc voilà, d'une certaine manière, le test du politique leur a coûté cher. C'est pour ça d'ailleurs toute une partie d'entre eux aujourd'hui disent plus jamais, on ne nous y reprendra plus. Mais malgré tout, ça leur a coûté cher. Alors évidemment, c'est aussi lié au fait que les pouvoirs autoritaires qui se sont réinstallés dans la région voilà, ont aussi cherché, tout en les utilisant, à les diaboliser. On a aujourd'hui un nouveau grand récit qui s'écrit en Égypte autour du maréchal Sissi, qui présente le maréchal Sissi comme le sauveur de l'Égypte, avec un discours nationaliste égyptien un peu conservateur aussi d'ailleurs. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui en Égypte, il n'y a plus de conservatisme, pas du tout. Il est tout à fait conservateur, le maréchal Sissi, mais il n'est pas prêt à laisser le monopole du conservatisme à des mouvements religieux. Il le veut pour lui-même. Et donc tout ça a fait qu'évidemment, les salafistes ont un peu perdu le momentum, comme on dit en anglais, le moment de l'impulsion d'une certaine manière qui était la leur dans les années 2000. Alors, est-ce qu'on est passé à autre chose ou est-ce que ça va revenir? Là, je suis strictement incapable de le dire. Mais en tout cas, on est clairement dans un mouvement de reflux qui correspond à ce contexte de contre-révolution. Et puis, il y a ce qui se passe en Arabie Saoudite, évidemment. C'est-à-dire que depuis l'arrivée au pouvoir d'MBS, on a une mise en coupe réglée de l'establishment religieux wahhabite par MBS, qui, donc au nom de sa vision 2030, prétend vouloir transformer l'Arabie Saoudite et en particulier, effectivement, a pris un certain nombre de décisions qui allaient contre le consensus des oulémas wahhabites jusque-là, que ce soit sur la conduite des femmes, mais aussi sur la musique, puisqu'aujourd'hui, vous savez que les salafistes, traditionnellement, ne considèrent comme interdit la musique. Ils ne l'autorisent que dans certaines limites extrêmement, voilà, si ce sont des chants a cappella par exemple, mais les instruments en particulier de musique posent problème. Bon, maintenant à Riyad, vous avez des concerts qui s'organisent sous la tutelle d'MBS. On fait venir des chanteurs à la mode. Donc effectivement, on est très loin de l'Arabie telle que l'espèrent les oulémas wahhabites. Alors MBS évidemment fait ça pour des raisons que l'on sait. Hein, les enjeux sont politiques, c'est une prise de pouvoir. Il comprend aussi que ce discours-là est susceptible de lui attirer les faveurs des Occidentaux, mais aussi d'attirer des investissements économiques en Arabie. Mais tout ça, ça fait quand même que malgré tout, en Arabie Saoudite, effectivement, on n'a plus comme avant cet islam d'État extrêmement puissant, avec sa capacité à s'exporter. On est aussi dans un changement d'époque en Arabie Saoudite. Les oulémas wahhabites sont toujours là en Arabie Saoudite, et pour la plupart, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils soutiennent MBS. Quitte là encore à se contredire, hein, d'ailleurs. Hein. Les mêmes qui expliquaient quelques années plus tôt que les femmes n'avaient pas le droit de conduire, une fois qu'MBS leur a mis un pistolet sur la tempe, disent oui, oui, non, tout à fait, les femmes ont le droit de conduire. Ce qui ajoute à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là encore, le fait que les mêmes aient dit 3 ans avant quelque chose puis qu'ils disent l'inverse, fait qu'aujourd'hui, là encore, ils tombent de leur piédestal. Donc, effectivement, on est dans un moment de reflux de ce discours dans le Moyen-Orient, mais un reflux qui est bizarre, parce qu'il est lié aussi au retour des pouvoirs autoritaires, de pouvoirs autoritaires qui, d'une certaine manière, veulent eux-mêmes en fait avoir le monopole sur le discours religieux. Donc on est dans un moment qui est, à la fois on peut effectivement trouver que ce qui se passe est intéressant par certains côtés, et ça l'est certainement, mais c'est aussi un peu gênant parce que ça se passe sous la tutelle d'acteurs qui ne sont pas toujours très sympathiques, que ce soit le maréchal Sissi ou
ou MBS en Arabie Saoudite, dont on sait qu'ils le font essentiellement pour des raisons de mainmise sur le pouvoir politique. Bon, Azmi Béchara, c'est un des grands intellectuels arabes de l'époque, et je crois que c'est important d'écouter sur ces sujets la voix d'un de ces grands intellectuels arabes. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le fait que ce livre soit traduit, c'est que précisément, il fait connaître un peu au public français cette pensée arabe contemporaine que l'on connaît mal, en fait. Et on a dans le monde arabe, effectivement, tout un groupe, toute une série de grands intellectuels arabes qui ont émergé depuis les années 80-90, qui s'expriment en arabe et qui souvent, parce qu'ils ne parlent pas dans notre langue, alors ça ne veut pas dire qu'ils ne la parlent pas, mais en tout cas, ils s'adressent pour l'essentiel au public arabe et ils le font en arabe, et bien ces gens-là sont souvent moins connus dans nos contrées. Et donc, voilà, on a d'une certaine manière toujours ce problème, en fait, en France en particulier, qui est qu'on a un certain nombre d'intellectuels arabes autorisés, qui sont ceux qui se trouvent parler notre langue, et qui sont ceux qui nous disent ce que pensent les Arabes, et ce qui est souvent ce que pensent eux-mêmes. Donc voilà, de voir quelqu'un qui sort un peu de ce cercle comme Azmi Bishara, qui par ailleurs vient de la gauche arabe, hein, et donc c'est pas, qui lui-même est chrétien d'ailleurs, donc qui écrit sur le salafisme en tant que chrétien issu de la gauche arabe, c'est pas quelqu'un qui est sympathisant du tout du salafisme, mais qui essaye d'en faire une analyse rationnelle, argumentée, et en particulier dans le cadre des printemps arabes, puisque c'est ça qui l'intéresse. Azmi Bishara, c'est quelqu'un qui, depuis les années 2000, écrit sur la démocratisation dans le monde arabe. Et c'est la grande question pour lui, cette question de la démocratisation. Et donc, évidemment, il a vu, comme beaucoup de gens, apparaître les salafistes en 2011 comme une force, non seulement sociale, mais aussi politique. Et la grande question était de savoir si ça allait poser un problème pour la démocratisation dans le monde arabe. Puis ensuite, on a vu apparaître le salafisme, effectivement, sous une autre forme, qui était le djihadisme, en tout cas qui se réclamait des mêmes textes, hein, je l'ai expliqué tout à l'heure dans une question précédente. Et là aussi, bon, ça a posé effectivement énormément de problèmes pour ces dynamiques de transition politique dans le monde arabe. Et donc c'est cet angle-là qui intéresse Azmi Bishara, c'est d'essayer de comprendre en fait ce qu'est l'essence du salafisme et dans quelle mesure le salafisme peut, dans un contexte de transition démocratique, représenter ou non un obstacle.